Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition du 21 janvier 2019 d'Informatique News Hebdo. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier pour décrypter l'actualité de la semaine. Guy, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence cette semaine par le rapporteur des droits, qui, j'allais dire, Jacques Toubon est au four et au moulin. Cette fois-ci, on ne parle pas de grenades et de manifestations, mais on parle de droits numériques, avec un rapport intéressant sur les recommandations du défenseur des droits, encore une fois, donc Jacques Toubon. Oui, alors effectivement, c'est un rapport en forme un peu d'avertissement ou de conseil au pouvoir public, je dirais dans la transformation numérique et dans la volonté de vouloir dématérialiser toutes les interactions entre le public et puis le citoyen et puis les pouvoirs publics. Et donc l'idée qui transparaît dans ce rapport est relativement simple, c'est de dire il faut faire attention de ne pas y aller à marche forcée parce que finalement tous les citoyens français ne sont pas nécessairement égaux devant le numérique, ils sont à des niveaux d'avancement différents, il faut prendre ça en compte. Et donc la première recommandation, il donne un certain nombre de recommandations. La première recommandation, c'est quelle que soit la solution retenue, il faut qu'il y ait plusieurs possibilités, c'est-à-dire que ne donner comme possibilité que le numérique. Par exemple, on avait eu ça par la demande de carte grise, par exemple, et donc on avait bien vu que ça fonctionnait pas bien. Donc il faut toujours des solutions alternatives et les solutions traditionnelles qu'on connaît habituellement, parce que évidemment, c'est pour l'État, c'est l'idée de supprimer des postes c'est toujours très séduisant sur le plan financier. Mais en tout cas, les citoyens ne sont peut-être pas prêts à ça. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième, c'est prendre en compte les différences, donc justement d'avancement face au numérique, accompagner les formateurs. Et puis, c'est vrai que souvent, et ça peut être des conseils non seulement au pouvoir public, mais aussi aux sociétés de services qui font ces développements. Et c'est vrai que parfois on voit des nouveaux sites avec des belles interfaces et tout, qui finalement sont moins faciles à utiliser que les anciens. Je ne citerai pas des sites particuliers, mais j'en ai en tête, et c'est un peu dommage, parce que l'objectif c'est quand même la facilité d'utilisation. Tout ce qui est autour, le décorum et tout, c'est bien, mais c'est pas essentiel. L'UX doit être au cœur de... Voilà, exactement. Très bien, ça c'était le premier sujet. Deuxième sujet, qui est pas moins important, c'est la problématique du Cloud Act, avec une intervention du ministre des Finances, qui propose de protéger les entreprises françaises contre le Cloud Act. Alors comment? C'est la bonne question. Voilà, pour l'instant, on en est qu'au déclaratif. Donc effectivement, Bruno Le Maire, la semaine dernière, a déclaré qu'il allait réfléchir avec le Premier ministre à trouver des solutions pour contrer le Cloud Act. Le Cloud Act, en gros, c'est quoi? C'est lorsque la justice américaine demande à des sociétés américaines de lui fournir des données, elles doivent s'exécuter, que les données soient sur des clouds basés aux États-Unis, enfin donc des data centers, ou que ce soit en Europe. Et donc l'idée, c'est de trouver les bonnes parades pour faire en sorte que, d'abord, au minimum, les sociétés européennes, donc en tout cas non américaines, soient averties de ces démarches, et deux, qu'elles puissent résister, c'est-à-dire ne pas être obligées, lorsque leurs propres données sont sur des clouds, même un cloud Amazon qui serait situé en France, de ne pas être obligées de donner les données à la justice américaine si elle considère que ces données sont stratégiques. Donc on attend la concrétisation de cette déclaration avec impatience, et puis on pourrait regretter que finalement ce soit pas au niveau européen. C'est-à-dire que on voit bien que la France, elle peut être très très motivée à faire ce genre de choses, mais elle a peut-être pas la dimension nécessaire, le poids face aux États-Unis. La bonne dimension, ce serait l'Europe. On l'a vu avec la RGPD d'ailleurs. Exactement. Donc peut-être que Bruno Le Maire a l'idée de porter ça au niveau européen, mais en tout cas, on attend au moins les premières concrétisations de ces déclarations. Très bien. Alors on reste un peu dans les problématiques de cybersécurité avec un rapport sur l'évaluation des risques pour les entreprises avec les cybermenaces qui vraiment sont en haut de la pile. Voilà, alors c'est une enquête qui a été faite par l'assureur Allianz
et donc qui demande aux entreprises, donc c'est au niveau mondial, et d'ailleurs entre la France et les résultats français et les résultats mondiaux, il n'y a pas une grande différence, qui demande quels sont les risques les plus importants auxquels elle pourrait faire face, et ce sont les cyberattaques qui viennent en premier. Bon, entre parenthèses, ça ne nous surprendra pas trop, parce qu'on en parle quasiment toutes les semaines. En deuxième, c'est l'interruption d'activité, et donc il y a un lien avec les cyberattaques. Il peut y avoir un lien, oui. Il peut y avoir un lien, c'est pas nécessaire, mais c'est possible. Et puis le troisième, c'est le risque d'incendie. Donc on peut penser que c'est d'une autre époque, mais les incendies, ça existe d'ailleurs récemment. Exactement. Triste histoire et puis au niveau mondial, c'est le changement de réglementation et de législation. Alors on parle de travail d'entreprise, et évidemment, il y a comme toujours une partie finance dans cette rubrique. C'est Vim cette semaine qui s'y colle. Hein. Vim, acteur bien connu, qui a commencé ce marché de la sauvegarde, qui maintenant va au-delà avec ce qu'ils appellent la protection des données, et qui donc lève 500 millions de dollars. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, on n'en avait pas parlé, mais il y a eu un fort précédemment, 1,5 milliard, avant l'introduction en bourse, donc qu'on attend prochainement. Vim, que vous venez de citer, donc 500 millions de dollars. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a aussi Rubrik, dont on a parlé assez régulièrement, qui lui... On a reçu d'ailleurs le PDG. Exactement, qui est également tout ce qui est protection des données, enfin des choses assez générales, qui lui, donc c'est le 5e tour de table, qui a levé 250, c'est 260, et donc il valorise l'entreprise à 3,3 milliards. C'est pas mal pour une entreprise qui a été créée en 2014. Oui, c'est vrai. Belle réussite, en tout cas sur le papier. Et puis on conclut cette traditionnel passage en revue de l'actualité par le trophée du DSI de l'année qui fêtait ses 20 ans, organisé par nos confrères d'IT for Business, avec un palmarès que je vous laisse dévoiler. Donc le Grand Prix et un autre prix dont on parlera plus tard. Donc le Grand Prix a été attribué à Lionel Chen, donc qui est le DSI d'une des branches de la Poste, paquet et courrier. Donc ça c'est le Grand Prix, je dirais que c'est le prix le plus important. Il a aussi le prix DSI for Good. Alors je laisse le soin à notre confrère IT for Business expliquer ce que c'est, mais en deux mots, c'est le DSI qui s'occupe pas uniquement de l'efficacité opérationnelle, mais qui veut faire du bien à ses clients. Oui, et donc, on sait par exemple que le métier de facteur est en pleine transformation, et donc, comme les facteurs ont de moins en moins de courriers à distribuer, mais qui sont toujours au contact de beaucoup large frange de la population, ils peuvent faire des choses. On a parlé récemment des facteurs qui pourraient se transformer en chefs de gare, donc qui vont dans des gares désaffectées et qui y vont de temps en temps, mais aussi les facteurs qui vont chez les personnes âgées et qui remplissent un certain nombre de tâches. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là que Lionel Chen a eu le prix de DSI for Good. Et donc parmi les autres entreprises qui ont été primées, il y a eu Veolia, Eiffage, Forestia, donc c'est des noms qui sont bien connus. Connus de nos lecteurs. Ah, ça c'était pour l'actualité, j'allais dire en bref. Pour le sujet de la semaine, c'est une étude IDC qui est assez intéressante, parce qu'elle montre que les ventes de matériel d'infrastructure sur le cloud sont en train de dépasser le on-premise. Alors, non seulement elles sont en train, mais elles ont dépassé au 3e trimestre 2018. Donc, sur l'ensemble de l'année, on n'y est pas tout à fait, mais sur ce trimestre-là, oui. Et on peut penser qu'au 4e trimestre, ce sera encore plus, parce qu'en fait, les taux de croissance sont nettement supérieurs. Donc, c'est intéressant, effectivement, juste pour ce point-là, c'est que les dépenses en infrastructure de cloud, donc c'est quoi? C'est les serveurs, c'est système de stockage et puis équipement réseau, ont dépassé toutes ces dépenses pour le cloud, ont dépassé les dépenses pour les data centers traditionnels. Et si on regarde, si on regarde c'est le cloud privé qui vient, le cloud public qui vient assez loin en tête, hein. Et c'est assez marrant parce que, assez intéressant. Oui, cloud public, cloud privé et puis data center, en gros c'est un rapport de 1 à 2 à chaque fois. Pour le taux de croissance, c'est 12 pour la croissance en infrastructure traditionnelle, c'est 28 pour le cloud privé et 56 pour le cloud public. Donc c'est le cloud public qui pour l'instant, là on parle des dépenses d'infrastructure pour la construction de cloud public. On ne parle pas des revenus qui sont générés par... C'est une autre histoire. Voilà.
Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, là pour l'instant, sur l'ensemble de l'année, on est à, ça sera peut-être 52-48, mais on voit bien que vu les taux de croissance, toutes les dépenses d'infrastructure vont aller de plus en plus sur tout ce qui est cloud. Donc ça veut dire que pour les constructeurs, ça peut changer un peu leur stratégie. C'est pas du tout les mêmes clients, c'est pas les mêmes exigences, c'est pas les mêmes finalités. Puis on sait que nombre de fournisseurs de Cloplik ont leurs propres architectures. Voilà, et sachant qu'il y en a qui développent en propre leur propre serveur. Exactement. Donc effectivement, c'est peut-être un peu compliqué pour les fournisseurs. Pour le coup, là, le terme révolution n'est pas forcément galvaudé, il correspond à une vraie évolution. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, l'événement qui a retenu votre attention, c'est le club CDO. CDO. Alors c'est le CDO, donc c'est les gens qui sont responsables des données dans les entreprises, donc c'est le Chief Data Officer. Et donc c'est ce club qui a été fondé par Kulik, Cloudera et puis le cabinet PwC. Donc c'est un club qui rassemble, pour l'instant c'est une cinquantaine je crois de CDO en France et qui donc qui fait une réunion sur bilan 2018, perspective 2019, donc c'est pas très original. Mais enfin l'idée c'est de faire un peu le point sur, je dirais, la stratégie de la donnée dans les entreprises, et on sait que c'est le sujet, enfin c'est un des sujets majeurs auxquels sont confrontés, je dirais, à la fois les métiers et les DSI, avec quelques points comme par exemple attirer les talents. On sait que ce sont des métiers qui sont en pleine transformation, des profils un peu particuliers, qui sont pas nécessairement formés dans les écoles pour faire ça, donc ça veut dire qu'il faut recruter des jeunes qui soient bien formés, mais en les formant un peu sur le terrain, donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, donc c'était une manifestation qui nous a paru intéressante à retenir. Très bien, et pour conclure, Guy, un coup de cœur cette semaine? Et en l'occurrence, pas n'importe qui, parce que c'est Tim Cook. Oui. Alors, effectivement, c'est un petit peu inhabituel pour Tim Cook, mais là, en l'occurrence, il s'est fendu d'une tribune dans le Time Magazine, dans lequel il appelle de ses voeux la création d'une RGPD aux États-Unis. Donc, on sent que la RGPD, c'est un sujet dont les Européens se sont saisis et qui énerve un peu les entreprises étrangères, en particulier américaines, parce que elles sont contraintes par ça fonctionne plutôt bien, qui demande le fait de passer une loi informatique, l'équivalent d'une loi informatique et liberté, et on sait que, bon, les États-Unis, c'est pas la Chine, on n'en est pas là, mais on sait que entre vie privée et liberté, et vie publique, oui, enfin données publiques, données privées, on est plutôt on laisse un peu la bride sur le coup des fournisseurs, et puis aussi la création d'une CNIL au niveau américain. Donc bon, c'est juste à la volonté de Tim Cook. On sait que Apple, par rapport aux autres GAFA, a une position très particulière. Ils sont assez assez protecteurs de leurs données, des données de leurs clients, alors que pour les autres, ça fait partie de leur business model. Donc c'est deux approches très différentes. Et on sent bien que pour lui, c'est une marque de fabrique d'Apple. Mais en tout cas, la démarche était intéressante. Et on tenait à le souligner. Merci Guy. Alors on parlait des GAFA. Vous avez le plaisir de recevoir Michel Paulin, qui est le récent directeur général d'OVH. Justement, ça sera peut-être l'occasion d'évoquer le sujet avec lui. Et pour les lecteurs que ça intéresse, je leur propose de retrouver votre interview sur notre chaîne YouTube ou sur notre site à la suite de cette interview. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Et je vous propose de retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.